Bonjour Charlotte, comment vas-tu? Bonjour Patrick, très bien. Et toi? Ben écoute, très bien, bienvenue chez Skills. Ici on parle des compétences du 21e siècle. Donc des compétences pour travailler, pour vivre, pour s'épanouir dans ce fameux monde de mutation, de transition, mais aussi de rupture, d'incertitude. Donc chez Skills on s'intéresse aux différentes formes de pensée. Pensée créative, pensée critique, pensée complexe, capacité d'apprentissage permanent, capacité de résilience et plein d'autres. Mais surtout, on en parle avec celles et ceux qui les pratiquent et les expérimentent au quotidien. C'est pour ça que je suis très content que tu sois là. Merci Donc, Patoum de ton initiative. Écoute, toi tu travailles chez Carrefour, grand Ouais. groupe français, bien connu de la grande distribution, et puis pionnier du concept d'hypermarché. On le sait peut-être pas, donc je le précise. Et maintenant, Carrefour est un groupe qui a aussi d'autres formats, Carrefour Market, Carrefour City et plein d'autres que je vais pas détailler. En tout cas, toi, ton domaine, c'est le monde de ce qu'on appelle du retail, du grand public aussi. C'est-à-dire que concrètement, tu fais partie de ceux qui conçoivent des expériences emblématiques du quotidien des Français, notamment faire ses courses, C'est vrai. qui est donc voilà, quand même un moment important de la vie. Et donc, je crois que tu as fait partie de celles et ceux qui ont, je dirais, designé le design chez Carrefour. Alors, du coup, j'ai une première question pour toi. Où sont les designers chez Carrefour et qu'est-ce qu'ils font? Alors, grande question. Oui, j'ai eu cette chance du coup de, comme tu le dis si bien, designer le design chez Carrefour à travers différentes expériences. Du coup, 3 ans au total au sein de la direction du design et 2 ans et demi au sein de la direction de l'innovation, donc sur 10 ans d'expérience dans Ouais. l'entreprise. Le design, il a déjà 13 ans chez Carrefour. Ouais, donc c'est Donc, pas récent. c'est jeune et Ouais. vieux à la fois, ouais, exactement. Donc par rapport à une entreprise qui a un gros historique, c'est quand même, ça reste jeune, mais c'est déjà bien installé dans l'entreprise. Ouais. Et en 13 ans, en fait, c'est un design qui a beaucoup bougé, qui s'est muté. Enfin, on redesign en fait en permanence le design dans l'entreprise. C'est normal, l'entreprise se réorganise en permanence, donc le design s'adapte à ça en permanence. Ok. Donc il y a à la fois, je dirais, des invariants et des choses qui bougent. Dans les invariants, il y a une mission pour moi qui est stable quand même à travers le temps. C'est que le design, c'est l'ambassadeur de l'utilisateur ou des clients dans l'entreprise. Alors je dis utilisateur ou client. Pourquoi tu fais Je vois la que ça distinction? t'interpelle. En fait, en gros, on a constaté que nous, designers, on préférait dire utilisateur parce qu'il y a les usages, donc c'est beaucoup plus parlant, c'est plus concret. Et en fait, dans l'entreprise, personne ne parle d'utilisateur et tout le monde parle de client. Et donc, ça fait partie aussi des astuces qu'on a pour greffer le design à l'entreprise et vraiment l'intégrer. C'est qu'on utilise les mots des gens, de nos collaborateurs, de nos partenaires, pour mieux intégrer le design. Donc, généralement, en interne, on dit plutôt le client que C'est ça. l'utilisateur. On parle d'expérience client, de parcours client, d'orientation client, etc. Donc, c'est une manière effectivement de remonter. D'accord, ça marche, de remonter le design. Okay. Donc, tu vois, il y a cette mission, on va dire, qui est stable à travers le temps. Il y a aussi les expertises qui se sont renforcées, bien sûr, en 13 ans, mais qui sont quand même stables. Il y en a 7 aujourd'hui. Donc, tu as du design produit, qui conçoit des produits, des objets pour les produits à marque Carrefour. Donc, c'est la marque du distributeur qui a sa propre équipe de designers qui travaillent en France sur les produits. Okay. Associé à ça, tu as une équipe packaging, de designers et de chefs de projet, donc pareil, qui font les packaging. Tu as une équipe tendance, matière, couleur, finition. Donc pareil, qui travaille principalement sur l'offre non alimentaire, mais là aussi sur des expériences plus globales ou l'expérience magasin. Voilà. Tu as une équipe branding et identité visuelle, donc des graphistes, qui travaillent sur tous les points de contact. Une équipe d'architectes, donc de magasins, ils conçoivent les futurs concepts de magasins de demain. Et puis tu as des expertises plus récentes, je dirais. Tu as l'innovation, donc avec des designers innovation au sein de cette direction. Et tu as bien sûr des designers UX, UI, User Research, là, au sein des équipes digitales. Voilà. Donc, c'est des expertises qui travaillent ensemble au sein de projets. Elles travaillent surtout avec plein de partenaires en interne au sein d'un écosystème. Comme je le disais, voilà, le boulot du designer, c'est aussi de faire prendre la greffe entre eux et les partenaires. Et donc de créer des relations de confiance dans l'entreprise. Et pour donner peut-être un peu de corps et expliquer ce qu'ils font concrètement, quelques projets que ces designers ont réalisés, au design produit, on design des produits. Donc on s'attaque souvent aux catégories les plus importantes pour l'entreprise. Donc en l'occurrence, il y a quelques années, on s'est dit on va devenir le premier vendeur de barbecue de France. Sympa, comme mission. Voilà, tout le monde aime les barbecues, c'est convivial, c'est familial. Et donc on s'est dit le design va aussi s'attaquer du coup au barbecue puisque c'est l'ambition de l'entreprise. Donc on a travaillé sur ce sujet et on a voulu vraiment l'attaquer sous un mode accessible à tous, c'est-à-dire
créer un barbecue vraiment que tout le monde peut se payer en France, mais qui soit quand même innovant. D'accord. Donc voilà, donc on a lancé un barbecue qui est un barbecue nomade, qui s'appelle le barbecue Iba, qui se monte en quelques secondes et qui est seulement à 22 €. D'accord. Tout le monde peut vraiment se payer ce barbecue. Voilà. Autre exemple de projet, il y avait une ambition aussi forte avant le Covid, pour le coup, sur la restauration. Donc le design a beaucoup travaillé sur ce métier-là. Donc à créer en fait un nouveau concept qui n'est pas de la vente pure pour faire ses courses, qui est un concept où on mange sur place et c'est un restaurant. Donc, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler du coup, d'accord, qui est dans Paris, il y a un lieu qui a été créé. Exactement. Il s'appelle Bon Appétit, le premier il est à Rambuteau. Et les deux suivants, donc les deux prototypes vraiment qui sont des évolutions, elles sont à Nice et à Lyon. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Puis après, il y a des projets, on va dire, plus stratégiques, au sens de plus globaux. Par exemple, pendant le Covid, tu sais, l'entreprise Carrefour, elle était vraiment focusée sur son opérationnel. C'est ça, délivrer. Voilà, il ne nous fallait pas de pénurie parce que les Français comptaient sur nous. Et puis, assurer aussi le fait que les équipes soient en magasin. C'est vraiment un sujet très opérationnel. Il ne fallait pas que les gens se déconcentrent de ça. Et donc, les équipes comme les nôtres, de designers dans l'entreprise, elles ont servi aussi, pendant cette période, à anticiper la suite. D'accord. C'est-à-dire à travailler sur l'après-Covid. Qu'est-ce qu'on va faire après le Covid? Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que ça repart, finalement. C'est ça. Comment, notamment le confinement, tu vois, a changé les comportements. Donc là, on est allé voir des gens dans des appartements, nous ont fait des films, ils nous ont fait des vidéos, enfin, on les a suivis pendant tout le confinement pour comprendre ce que ça changeait dans leur comportement. Et qu'est-ce qui allait potentiellement être continué après le confinement. Et puis ça aboutit sur des choses très concrètes, sur quelle famille de produits il faut développer, quel type de produit, quelle expérience client aussi, à quel moment il faut basculer vers des choses plus hygiénistes, moins hygiénistes. Tu vois. Voilà, donc c'est ce type de projets aussi qui ont été importants pour le design, sur lesquels travaillent vraiment concrètement les designers. Puis après, des projets, je parlais de packaging, forcément, un gros enjeu de l'entreprise, c'est de réduire les packaging. Donc les designers sont au cœur de ça. Et donc on redesign tous nos packaging. Et effectivement, avec des packaging très réutilisables, je crois qu'il y a des produits qui sont sortis comme ça, très concrets. Tout à fait. En fait, tu as plusieurs leviers sur le packaging. L'idéal, c'est qu'ils disparaissent. C'est-à-dire vraiment, la vision ultime, c'est qu'on n'ait plus de packaging demain. Donc c'est comment on va vers ça petit à petit. Donc c'est dans un premier temps réduire l'emploi de matière. Et au sein de l'emploi de matière, c'est choisir des matériaux qui sont facilement recyclables, qui sont plus vertueux pour l'environnement. Donc notre objectif numéro 1, c'était de supprimer le plastique, bien entendu. Tu vois, on a fait la rentrée des classes sans plastique. Très clair. Maintenant, tu fais tes courses, tes fournitures scolaires, tu n'as plus de plastique au sein des emballages Carrefour. Pareil sur les ampoules, sur la puériculture. Tu vois, on veut que les gens ils rentrent chez eux, ils n'aient plus de plastique dans leurs déchets. Et puis après, donc tu réduis les emballages, si possible jusqu'à plus d'emballage. Et sinon, on travaille beaucoup en effet sur la réutilisation, vraiment l'emballage que tu réutilises, qui devient en fait un produit, un usage quotidien. Bon, finalement, du design à plein d'endroits différents. Exactement. Et d'ailleurs, géographiquement, si tu veux, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Parfois, elles sont plus rassemblées, les équipes. Parfois, elles sont plus dispatchées au sein des métiers. C'est quelque chose qui est vraiment une variable. Donc, vous designez effectivement vraiment le design aussi en cours de route et vous faites des évolutions assez régulières de ce que je comprends. Donc, toi, ton parcours t'a amené aussi à diriger cette équipe, ou en tout cas une partie des équipes design, tu le disais, pendant un certain temps. Qu'est-ce que toi, t'en as retenu maintenant en termes de valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'apporte aujourd'hui le design dans une entreprise? On parle d'état d'esprit design. Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, moi, ce que j'en ai retenu, ça va peut-être te faire sourire, mais mon sourire va te parler. Je souris déjà. C'est le plaisir, en fait. Mais vraiment, si j'ai un truc fort de cette période, c'est le plaisir que j'ai eu à diriger cette équipe, cette activité et à créer avec eux des propositions de valeur fortes pour les clients. C'est vraiment, pour moi, le design, on ne le dit pas assez, c'est beaucoup d'efforts, c'est vrai, des difficultés, puis voilà, on se met vraiment dans le projet, on s'implique. Mais en fait, c'est tellement de bonheur quotidien, parce que c'est de la cohésion entre les gens, parce que les équipes, quand elles ont des challenges forts, elles se rapprochent et elles travaillent ensemble. Et c'est surtout beaucoup de fierté, je trouve, quand tu aboutis à des choses vraiment qui permettent d'inventer un monde meilleur. Donc moi, je l'ai ressenti, je le ressens encore aujourd'hui. Et donc, quand tu parles de valeur ajoutée, je commencerai par ça. Tu vois, ce qui est peut-être contre-intuitif, mais une des valeurs ajoutées, je trouve, du design dans les organisations, c'est que c'est du bien-être en entreprise. Donc, faire travailler finalement les gens ensemble et que ce ne soit pas une contrainte ou vu comme une contrainte et que ce soit un moment aussi agréable et on est tous
quelque part tendu vers un objectif qui lui aussi nous amène une forme de satisfaction parce qu'on voit un peu les fruits du… Tout à fait. En plus, il y a de gros débats aujourd'hui sur est-ce que les Français ont toujours le goût de l'effort, est-ce que les gens ont encore envie de travailler, l'engagement, etc. Ouais. Moi, je pense que oui. Le problème, c'est qu'il faut cumuler ça à d'autres choses et à des choses plus positives. Et je pense que, moi en tout cas, le design me l'a apporté, je le voyais autour de moi. Vraiment, le design, c'est du bien-être, c'est de la cohésion, un outil de cohésion pour moi dans les entreprises. Alors, très important que tu dises ça, puisque toi, tu es issu d'une formation d'ingénieur à la base. Tu as fait déjà le graduate programme de Carrefour qui t'a amené justement à voir tous les métiers quelque part dans l'entreprise, une grande connaissance du secteur et de la distribution. Tu as également complété ta formation par un MBA en design, notamment à Strat. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté? Comment elle t'a changé? Est-ce qu'elle a changé ta manière de travailler? Est-ce qu'elle t'a apporté des compétences nouvelles? Alors, oui. Cette formation en management par le design m'a beaucoup apporté et c'est ce que je suis allée chercher quand je l'ai fait. Ouais. C'est pas un hasard, c'est-à-dire que j'ai commencé au design chez Carrefour, mais un peu par hasard. C'est des belles histoires. J'ai commencé par un graduate programme et voilà, mon CV, mon parcours faisait qu'on m'a mis au design. Et donc j'ai fait 1 an, puis après je suis partie au Brésil, devenir catégorie manager, être directrice de magasin, si tu veux, faire un parcours classique. Voilà. Et en fait, je suis partie du design. Bon, déjà, j'ai failli pleurer. Et ensuite, je me suis dit, j'ai trouvé quelque chose là. J'ai trouvé un peu un trésor, tu vois. Mais j'ai l'impression que ce trésor, c'est un coffre-fort et j'ai pas encore toutes les clés. Ouais. Donc, j'avais commencé à trouver des clés. Et donc, j'avais envie. Je me suis dit, il faut que j'y retourne. Donc, ce que j'ai fait après et aussi à travers cette formation. Et en effet, j'ai trouvé beaucoup de clés depuis. Ce que ça m'a apporté, le premier truc, c'est un peu évident, mais c'est l'empathie utilisateur. C'est-à-dire que vraiment maintenant j'ai une passion, moi personnelle, sur le fait de comprendre les gens. Ouais. Tu vois, c'est quand tu rentres dans un projet, c'est vraiment qu'est-ce que ressentent les gens, qu'est-ce qu'ils vivent, quels sont leurs comportements et dans leur diversité aussi. Donc cette passion-là, moi, elle m'anime. J'ai beaucoup développé du coup au sein de la direction de Carrefour ce métier-là, on va dire de la user research. On l'avait appelé le programme ethnopratique. Okay. Pourquoi? Parce que c'est ethnologie, donc tu fais de l'ethnologie, donc en profondeur, là tu vas vraiment comprendre et décrypter. Tu ne t'attaques pas que au déclaratif et tu essaies de croiser les données. Parce que nous, par exemple, chez Carrefour, on nous dit assez facilement, les tomates, moi, j'en achète pas en hiver, c'est pas la saison. Oui. Et puis ils mettent des tomates dans leur panier. Tu vois, ce genre de choses. Donc l'ethnologie est pratique au sens de adapter à l'entreprise, au rythme, à la vie de l'entreprise. Il faut aller vite et il faut que ce soit facile à mettre en œuvre. Pragmatique aussi, pas trop théorique, etc. Voilà. Donc on avait créé ce programme d'ethnopratique. Ouais. Je peux te donner peut-être un exemple d'ailleurs autour de ça, sur un produit qu'on a créé. Donc je t'ai parlé du barbecue. Ouais. On a créé un autre produit dans la même gamme, donc on appelle les incroyables. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est des produits incroyables pour les gens, à des prix incroyables. Donc le deuxième produit, c'est un cartable. Ah, que j'ai vu. Avec une façade… Voilà, alors je vais peut-être un peu expliquer. Vas-y. Donc en fait, le principe, c'est qu'on s'est rendu compte, justement, en écoutant les gens, qu'il y avait des besoins un peu contradictoires entre ce que veulent les parents et ce que veulent les enfants. Ouais. Et c'est un des objets qui, à la rentrée des classes, est choisi par les deux parties. En gros, il y a l'agenda, tu as la trousse et le cartable, qui est choisi par les deux parties ensemble. Et donc les parents, ils veulent un cartable qui va durer plusieurs années. Je t'achète un nouveau cartable, mais tu le gardes plusieurs années. Et les enfants, à l'inverse, chaque année, ils ont envie d'un nouveau cartable. En tout cas, ils ont envie de changer. Et ce n'est pas vraiment un caprice, c'est-à-dire qu'on se rend compte que à 5 ans, on aime peut-être la Reine des Neiges, mais à 8 ans, c'est la honte, la Reine des Neiges. Donc en fait, c'est logique que les besoins évoluent. Donc on s'est dit, ok, donc il y en a qui veulent que ça dure, d'autres pas. Et donc on a inventé le cartable qui se change sans se changer. C'est-à-dire que tu as un dos qui est très très solide, ergonomique et qui dure longtemps, que tu vas garder tout ton primaire et tu changes la face. Donc tu as des faces interchangeables qui te permettent de changer de cartable. Okay. Donc chaque année, tu n'as peut-être qu'à acheter la face pour 6,90 € pour changer de cartable. Voilà. En plus, c'est économique, c'est écologique parce que tu ne changes pas tout. Oui, tu vois, il y a toute une… c'est vraiment vertueux. Donc on a résolu, on va dire, ce paradoxe. Et par contre, on s'est dit, une fois qu'on a créé ce concept, maintenant, il va falloir le mettre en marché. Chez nous, c'est important, chez Carrefour. Ouais. C'est comment tu vas vendre ça. Ouais. Et donc, on a beaucoup travaillé avec notamment l'équipe d'architectes de magasins, mais aussi de branding. Enfin, toute l'équipe s'est mise autour de ce sujet-là et a réfléchi à comment vendre ce cartable.
Et on a créé un concept. On s'est dit, ok, on va le sortir du rayon, on va le mettre vraiment le plus visible possible, tu vois, à l'entrée du rayon. On va baisser les gondoles pour que les enfants puissent aussi toucher. Tout à fait. Et on était hyper fiers de notre concept. Et d'ailleurs, toute l'entreprise a suivi direct. Elle a dit, c'est génial, on fait ça. Donc, ils ont accepté de complètement bouleverser quand même l'organisation du magasin, etc. Ouais. Exactement. Donc, on lance la première année, grand succès du cartable, et on se dit, on va quand même aller voir pour préparer l'année prochaine, la prochaine rentrée des classes, on va aller voir ce qui se passe et interroger les gens. Et là, on a mobilisé toute l'équipe projet, donc pas que les designers, vraiment tout le monde, hein, la communication, la qualité, le chef de produit, tout le monde. Et on est tous allés en magasin de façon séparée, faire des interviews, observer. Voilà. Et donc déjà, ça a été très fort pour les gens de faire ça quand ce n'est pas leur métier. Et on est revenu avec pas mal d'insights, dont un fort, qui était qu'en fait, les gens ne voyaient pas notre cartable. Donc ça, c'est pour ça que l'ethnopratique, c'est toujours quelque chose de... Enfin, il faut vraiment faire tout au long du projet, même quand il sort et que c'est un succès, c'était un succès, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passaient à travers. C'est-à-dire qu'en fait, dans les comportements, si tu veux, les gens arrivaient et allaient au rayon cartable. C'était la rentrée des classes, je vais choisir un cartable avec mon enfant, je vais au rayon cartable. Et ce qui est juste devant plus bas... Ah, je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que ce n'est pas vraiment le vrai rayon cartable. Et moi, j'ai l'objectif, je sais que chaque année, il faut aller par là-bas, il faut aller par là, c'est comme ça, c'est présenté. J'ai tous mes cartables dans une grande gondole et je vais choisir comme ça en comparant. Et donc, forcément, donc ce grand apprentissage nous a fait que l'année d'après, on a repensé, on a remis le cartable dans son rayon. On a quand même eu quelque chose de très fort pour signifier le concept et pas perdre ça. Ouais. Mais on a tenu compte en fait des comportements des gens. Et donc, méthodo-design, d'itération, d'observation, de test, et on pivote finalement parce qu'on s'est trompé sur des hypothèses, qu'on recommence. Ça, c'est très clair, hyper intéressant. Voilà. J'ai plein d'autres apprentissages, pas tout. Alors, mais on va peut-être en aborder d'autres. Je vais passer du côté, je veux dire, digital. Ouais. Carrefour a annoncé à fin 2021, je crois, un grand plan stratégique pour devenir une digital retail company. Donc un vrai mouvement quand même d'ampleur autour du digital, autour de l'omnicanalité aussi. Toi, c'est un sujet qui te passionne. Pourquoi tu y crois? Et du coup, comment le design, pareil, va s'intégrer dans cette approche-là? Alors, oui, c'est une vraie ambition de l'entreprise, très très forte, donc de devenir le leader du digital retail. Donc pour donner un petit peu de corps à ça et expliquer, en gros il y a 4 axes là-dedans, plus forts que les autres. C'est l'accélération du e-commerce, qui est tout à fait logique. Ensuite la data et tout ce qui est retail média. Ensuite il y a la digitalisation des services financiers, qui font partie aussi de notre activité. C'est ça, il y a un Carrefour Banque et Assurance. Exactement, tout à fait, dans nos activités. Et ensuite, c'est tout ce qui est réinvention par la digitalisation des métiers historiques, tu vois, de la distribution classique, opérationnelle. Voilà. Et donc, il y a beaucoup à faire. Alors moi, j'y crois, en effet. L'entreprise y croit fort et on investit beaucoup. Moi, j'y crois parce que je vois à quel point quand même le digital apporte des choses qui sont beaucoup plus difficiles en physique. Par exemple, moi, j'ai travaillé pas mal sur des sujets de santé et bien-être. Comment faire de Carrefour aussi un partenaire de la santé de ses clients et du bien-être au quotidien. Et il y a des choses qu'on voulait craquer et qui étaient très difficiles en physique. Notamment quelque chose de très simple, c'est comment donner des conseils pour être un peu un curateur dans toute notre offre. Tu veux acheter des biscuits ce jour-là, comment tu choisis tes biscuits? Si jamais tu as envie de savoir aussi, dans ton acte de choix, lequel est le plus sain. Ok, Carrefour tiers de confiance un peu sur le conseil santé alimentation. Et tu vois ça, on se disait en magasin c'est quand même pas si facile. Et on a réussi à le faire de façon très simple. Alors il y a encore plein de choses à faire, mais ça marche très bien en ligne. C'est-à-dire que tu fais tes courses en ligne, tu fais ton panier et à la fin, donc on t'embête pas pendant tes courses, on te propose des alternatives à certains produits qui sont plus saines. Et on cherche parmi tout ce qui existe des choses plus saines et pas beaucoup plus chères. Si possible, pas plus chères. S'il n'y a pas plus cher, c'est génial. Et on te propose ça. Et les gens choisissent assez souvent en fait, les alternatives. Donc, tu vois, ça, c'est une façon de développer un service qu'on avait en tête pour le magasin au départ, mais en fait qui était très difficile à mettre en œuvre. Sur le canal digital. Exactement. Un autre exemple que j'ai en tête, la plus organisationnelle dans l'entreprise, dans toutes les organisations, notamment notre taille, nous on a 110 000 collaborateurs en France, il y a un sujet de communication. Tout le monde dit toujours, c'est pas possible, l'organisation… Transversalité des équipes. Voilà, transversalité. Et donc,
plus même hiérarchie, puisqu'il y a un certain nombre de strates, font que l'information circule difficilement. C'est normal, c'est physique en fait. Ouais. C'est physique. On peut faire des exercices, tu sais, de téléphone arabe, on se met 10 l'un au bout de l'autre, et en fait, le message qui arrive au bout n'est pas celui qui est parti. Ouais. C'est normal. Et donc, en l'occurrence, c'est vrai que les outils digitaux nous ont été très utiles ces dernières années. Moi, j'ai vraiment vu une révolution culturelle autour de ça. C'est-à-dire qu'on a mis en place d'abord des WhatsApp, donc c'était un peu le prototypage facile. Okay. Des WhatsApp, c'est-à-dire toute l'entreprise s'est mise sur WhatsApp, et on a créé plein de boucles sur plein de sujets différents. Ça va être des trucs très opérationnels parfois. Rupture aux produits frais. Et donc là, il y a tous les magasins qui se mettent dessus, plus les gens du siège qui s'occupent des produits frais. Okay. Ça va être produits diamants. Les produits diamants, c'est quoi? C'est les produits qu'on voit la concurrence, qu'on trouve géniaux et qu'on n'a pas chez nous. Et donc pareil, les magasins se mettent sur cette boucle. C'est une espèce de communauté qui se crée sur des sujets. Exactement. Avec beaucoup d'agilité. Voilà. Et tu vois, ça a commencé comme ça. Alors aujourd'hui, on est passé au stade suivant, c'est-à-dire qu'on a même un outil, ce qui s'appelle Workplace. Ouais, c'est le Facebook Pro. Ouais, tout à fait. Et en fait, beaucoup de choses maintenant sont communiquées comme ça. Ce qui fait que les messages circulent beaucoup, beaucoup plus vite. Et que ce soit montant, descendant, c'est quand même assez puissant et c'était difficile de le faire sans des outils. Ça marche donc digital pour les clients, pour les collaborateurs dans une forme de, toujours qu'on appelle symétrie des attentions. Le design dans tout ça, comment tu, soit il contribue déjà, soit comment tu le vois pouvoir contribuer également? Alors, c'est intéressant que tu dises ça parce que moi, depuis quelques temps, je pense que le métier du design digital, pour le coup, va prendre beaucoup de place. Okay. C'est-à-dire petit à petit, moi je le vois monter, je vois beaucoup d'offres sur le marché sur ce métier-là. Ouais, tout à fait. Et je pense que ce sera dans quelques temps, peut-être pas un temps très loin d'ailleurs, le métier le plus représenté en design, alors que c'est le plus récent. Ouais. Donc du coup, moi je vois une grande opportunité pour le design en fait, mais à la fois un peu des risques. Le risque que je vois, c'est d'abord un risque éthique, parce que on connaît tous les défauts des réseaux sociaux ça, et le risque associé. Dark patterns, etc. Exactement. Donc pour moi, il y a une éthique à construire autour de ça, pour que le design contribue positivement à la fois pour les gens, pour la planète et pour les entreprises aussi, bien sûr. Et le deuxième risque que je vois, c'est que j'ai l'impression que ça se déploie à une vitesse telle que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de bien former les designers et qu'on n'ait pas une population aussi qualitative que historiquement dans le métier du design. Voilà. Donc j'ai peur un peu d'une dégradation du niveau des designers. D'accord, en termes de compétences. En termes de compétences, voilà. Donc pour moi, on a une responsabilité, c'est justement de former les designers, de préparer ce métier et de faire en sorte qu'on forme des designers qui vont certes appliquer très vite, être très opérationnels, appliquer un peu les standards, tu sais, qui ont été définis par la tech américaine. Et comme ça, ils sont opérationnels. Mais qu'en même temps, ils vont être capables de réinventer quand même des pratiques et d'améliorer le métier du design. Donc, garder cette forme de prise de recul, de designer aussi son propre outil, de ne pas rester figé justement par les outils et de garder son œil de concepteur aussi. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, du coup, moi, je pense que voilà, c'est aussi une opportunité par contre. Ouais. C'est-à-dire celle de d'abord déployer le métier du design plus vite et plus largement, parce qu'il n'est pas encore énormément déployé dans les entreprises et assez peu connu. Donc là, je pense que grâce à ça, ça va se déployer très très vite parce que c'est presque obligatoire aujourd'hui. Tu as une équipe digitale, un produit digital, tu as nécessairement une équipe design. Donc on va déployer, donc c'est génial. On va être dans les organisations, on va être à la table. Ouais. Donc ça, c'est une première opportunité. La deuxième, c'est qu'en digital, tu as des indicateurs, une batterie d'indicateurs même. Qui te permettent de savoir si ce que tu as conçu est bien conçu, fonctionne. Exactement. L'itération dont tu as parlé tout à l'heure sur le cartable. Tu l'aurais eu très très vite. Exactement. Exactement. Ouais. Et donc du coup, de montrer la valeur ajoutée pour moi encore plus vite et plus fort du design. Choix de conception. Et des choix de conception des designers. Voilà, donc ça, pour moi, ce sont des opportunités. Okay. Et aussi l'opportunité d'hybrider les pratiques donc, du design digital et des autres métiers du design plus historiques. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'expérience digitale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut changer de canal quand même régulièrement et tout en gardant une expérience un peu globale. C'est ça. Tu vois, mon rêve, ce serait que demain, j'ai des architectes de l'équipe du design actuel qui peut-être deviennent des designers UX UI et inversement. Que tu travailles une expérience globale, vraiment une expérience client. Quel que soit le support final, enfin la finalité de ce qui est conçu. C'est ça. On garde tous la même manière de le penser, de le travailler, de le concevoir. Exactement.
Du coup, le design aujourd'hui n'est pas non plus on va dire un standard dans l'entreprise. Est-ce que tu vois des freins particuliers à justement sa bonne diffusion dans une entreprise comme Carrefour ou globalement enfin, dans une entreprise ailleurs, que ce soit côté opérationnel, côté remonté sur la partie plus stratégique? Alors oui, le premier frein, enfin même le plus fort, c'est que le design n'est pas encore devenu un standard. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas partout aujourd'hui dans toutes les organisations. Et donc la conséquence de ça, c'est que les managers actuels ne connaissent pas forcément le design. Ils n'ont pas le réflexe. Pas du tout, pas le réflexe. Et c'est vraiment la large majorité. Hein, et donc du coup, pour eux, c'est une expérience, c'est une expérimentation, je dirais même plus, quand on leur propose de travailler avec un designer. Donc dans toute forme d'expérimentation, il y a un risque. Donc c'est plus difficile, il faut se le dire, pour eux c'est plus difficile de se lancer dans des projets de design, parce que ça va prendre plus de temps. Oui, il y a une courbe d'apprentissage. C'est ça, une courbe d'apprentissage nécessaire, je pense, pour les managers pour appréhender ce métier-là. Donc je pense que c'est le plus gros frein. Et du coup, pour moi, c'est nécessaire aujourd'hui qu'on soit excellent. Quand on commence à collaborer avec des gens qui ne connaissent pas le design, il faut être très très exigeant sur ce qu'on va délivrer. Pour que, en fait, faire de ces managers qui ont nouvellement expérimenté le design des promoteurs demain pour que ça se diffuse. Donc il faut être extrêmement exigeant sur toutes les étapes. Il faut être aussi pédagogue pour expliquer justement les différentes étapes. Il faut, sur la phase amont, faire une vraie phase amont et aller chercher des insights forts, mais en même temps synthétiser pour que les gens les comprennent. Il faut, pendant les phases créa, mettre en place des workshops créatifs pour qu'ils voient aussi la puissance et les faire venir. Essayer de faire venir vraiment aussi le management dans ces workshops créatifs pour montrer la puissance de créer autant d'idées. Et puis, il faut après, dans les phases de développement, industrialisation, être aussi très exigeant sur le niveau de détail vers lequel on va. Nous, on a parlé de ça déjà, mais chez Carrefour, c'est très exigeant sur le rapport qualité-prix, forcément. Donc, il faut être très exigeant sur est-ce que toute cette fonctionnalité-là, elle a une valeur ajoutée suffisante? Est-ce que je l'ajoute? Est-ce que je l'enlève? Elle est bien au service, il ne faut pas dénaturer non plus l'ADN. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque, et tu en parlais juste avant, de pas être au niveau en termes de compétences des designers, il y a un risque effectivement quelque part à jeter le bébé avec l'eau du bain entre guillemets, c'est-à-dire si jamais les managers ne sont pas convaincus parce que voilà, on n'est pas exigeant sur le niveau final, il y a ce risque qu'ils n'adhèrent pas à la méthode. Pour moi, c'est le risque. Alors après, il faut aussi avoir confiance. Donc il faut être exigeant, mais il faut aussi avoir confiance en notre métier. Parce qu'il y a des cas de réussite. Exactement. Puis moi, je l'ai expérimenté et je pense que, tu vois, d'avoir vécu le design, ça te donne de la confiance et de l'humilité. De la confiance parce qu'en fait, tu vois que ça marche. C'est-à-dire que tu vois que si tu suis ce process, cette façon de penser, tu fais travailler les gens ensemble, tu vas chercher des insights forts. 2, tu crées des idées incroyables toi-même, tu ne pensais pas que c'était possible. Tu n'avais pas idée. Et puis à la fin, finalement, tu as rendu l'impossible possible. Donc, de l'expérimenter, tu sais que ça marche. Donc, ça te donne cette confiance-là. Il faut vraiment aussi l'avoir. Par contre, il faut aussi faire preuve d'humilité. Les gens ne connaissent pas le métier, donc il faut les amener avec toi dans le projet. Il faut certes un petit peu jouer sur le mot design, tu sais. Il y a une forme de magie. Donc, les managers peuvent à la fois avoir un peu peur de se lancer dans un projet de design s'ils ne connaissent pas les designers, mais en même temps, ils ont envie d'être tentés. Donc, il faut aussi jouer là-dessus, sur ce côté, un designer, si on te fait appel, on a envie que tu envoies du rêve, quelque part. Donc, envoie du rêve. En tout cas, qu'on change la manière de faire, pas faire l'habituel. Exactement. C'est quelqu'un, on attend de lui ou d'elle il va remettre en cause l'existant. Voilà. Et il va raconter des histoires. Il va avoir toute une façon de raconter l'histoire de l'expérience client qui va créer de la valeur ajoutée. Donc voilà, donc je te disais, pour moi, c'est avoir confiance, et ça va aider le design à se développer, faire preuve d'exigence et garder cette humilité qui fait que quand on commence un projet, en fait, on ne sait rien. On sait tout, on sait déjà beaucoup de choses parce qu'on a de l'expérience, mais souvent on ne sait rien et on va découvrir beaucoup de choses dans le projet. Très clair. Toi, tu as été attiré par le mass market, on peut dire depuis toujours, pour plein de raisons, mais j'imagine travailler sur la diversité aussi des gens, des classes sociales, et puis un côté très accessible, travailler pour le plus grand nombre. Est-ce que aujourd'hui, comment tu vois en fait les problématiques auxquelles font face je dirais, les Français? On a une remontée de l'inflation, on a quand même une question d'inégalités qui se creusent toujours un peu plus.
Comment tu vois aussi le rôle du design qui justement a cette casquette très tournée sur l'humain, sur les besoins humains, pour contribuer à cet effort-là, à ces sujets assez forts chez Carrefour. Est-ce que tu vois voilà, des chantiers, des sujets très concrets sur lesquels le design pourrait travailler? Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. Moi, en effet, tu le disais en introduction, j'ai rejoint Carrefour parce que, en plus d'être le tout sous le même toit, donc l'hypermarché, tu mets tous les produits sous le même toit, pour moi, c'est un tout sous le même toit. Et ça a vraiment socialement eu ce rôle-là à un moment donné. C'est un endroit où tout le monde allait, toutes les classes sociales et toute la diversité de la population en France. Donc pour moi, c'est vraiment le cœur de notre rôle aujourd'hui. Et on a un défi vraiment, c'est celui de faire face à l'inflation et d'accompagner les gens là-dedans. Il y a deux choses. Il y a accompagner les gens parce qu'ils vont perdre en qualité de vie, potentiellement, avec cette inflation. Et il y a aussi ce sentiment d'injustice sociale, il y a les perdants, il y a les gagnants. Et moi, j'ai l'impression de faire partie des perdants. Donc pour moi, c'est très très fort ce qui se passe en France et plus largement dans les pays occidentaux en ce moment. Et donc le design doit vraiment absolument jouer un rôle. Il faut qu'on se mobilise pour travailler sur ce sujet. Alors chez Carrefour, nous, on a, on va dire, une première opportunité, c'est qu'on avait orienté déjà les sujets vachement sur les sujets d'argent. C'est-à-dire qu'on était très très préoccupés par vraiment chaque centime investi. Tu vois, dans notre état d'esprit design, on avait un point, c'est le design to cost. C'est vraiment faire en sorte qu'on analyse chaque centime investi pour le client pour être sûr de créer de la valeur pour le plus grand nombre des clients possible. Et donc du coup, on a créé des produits. Un barbecue à 22 €, il est accessible pour le coup à tout le monde. Un cartable à moins de 20 €, 19,90 €, et puis tu peux le changer juste la face pour 6,90 €, c'est pareil, c'est accessible au plus grand nombre. Ça, c'est des solutions, heureusement, qu'on a déjà dans notre besace. Donc là, maintenant, l'enjeu, c'est de déployer plus largement. C'est-à-dire comment on va plus loin, on fait plus de produits plus vite. Et comment on garde cette dynamique et on est encore plus exigeant sur ce sujet du design to cost. Voilà. Après, le design, quand il a développé notamment ces projets-là, les projets des produits incroyables, ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'on a participé un peu à réinventer l'équation économique. Ok, donc on ne travaille pas que sur le produit tangible, mais aussi sur ce qu'il y a autour, le système, le modèle, etc. Exactement. C'est-à-dire que, tu sais, une entreprise comme Carrefour, et toute la distribution est dans ce cas-là, on fait beaucoup de volume. C'est-à-dire qu'on vend énormément de choses, mais on a très peu de marge. C'est le principe, c'est vraiment un modèle à très faible marge. Et donc la dérive peut être très très grave très vite. Tu peux être dans le rouge parce que tu as un tout petit peu qui te reste. Et donc pour se protéger de ça, on a des techniques, tu imagines bien. Et les techniques, elles sont très simples, c'est de se baser sur l'historique et le budget. C'est-à-dire que forcément, on regarde, les managers regardent chaque jour leur tableau de bord, c'est quoi l'historique, c'est quoi mon budget et comment j'essaie de coller au maximum à ça. Donc ça, par contre, c'est une contrainte très forte qui fait que on ne peut plus réinventer finalement. Tu vois, ton taux de marge, il est comme ça et tu dois le garder comme ça. Limite, tu dois un peu l'améliorer chaque année. Donc pour le design, ça c'est un challenge. Et donc nous, on l'a fait à travers le programme… Designer la marge. Voilà, exactement, mais sans le dire comme ça, tu vois. C'est qu'en fait, on a proposé un autre système, on va dire. C'est de viser au maximum le volume, tout simplement, pour adresser le plus grand nombre des utilisateurs et des clients possibles. Et du coup, gagner en masse de marge. Et c'est vrai, peut-être que le taux de marge, il va être un peu différent. Il va peut-être être plus bas. Mais en fait, on va s'y retrouver au final. Et puis en plus, tu sais, tu as un effet halo très très fort quand tu fais ça. C'est que quand tu designs un produit qui crée de l'amour, le mot est un peu fort, mais en gros, où tu as ce qu'on appelle nous le Net Promoter Score. C'est-à-dire, tu sais, c'est la différence entre les promoteurs et les détracteurs. Quand tu as énormément de promoteurs, tu as un effet de viralité qui fait que tu fais un business la première année et la deuxième année, tu en fais encore plus et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, jusqu'à atteindre un certain seuil. Et puis en plus, du coup, comme les clients aiment ta marque, il y a un effet de halo très très fort. Sur d'autres produits. Sur d'autres produits et sur l'envie d'aller chez Carrefour aussi. C'est que je vais chez Carrefour acheter le barbecue, par exemple. Je vais chez Carrefour acheter ma rentrée scolaire ou mes ampoules parce qu'il n'y a pas de plastique sur les emballages. C'est ça, donc c'est plus regarder chaque produit finalement avec sa catégorie, sa marge spécifique, mais c'est de repenser, prendre un peu de hauteur, comment le design peut aider aussi à prendre de la hauteur et regarder ce qu'il y a autour et dire non mais attendez, en fait c'est relié à d'autres choses, et si je travaille sur d'autres leviers, exactement. Je travaille pas que sur la marge du produit, mais je crée de la valeur aussi à d'autres endroits de l'entreprise.
Ok. Exactement, voilà. Donc nous, on a contribué à ça. Puis après, il y a des projets aussi qui sont le moment d'être encore plus poussés dans le cadre de l'inflation. On parlait des packaging. Forcément, le packaging, si demain tu le supprimes ou tu enlèves de la matière, tu gagnes de l'argent et tu peux le restituer au client. Donc ça, c'est des projets qu'il faut absolument accélérer, développer le vrac, supprimer au maximum nos packaging pour restituer cet argent à nos clients. Super, plein de projets hyper intéressants. En quelques mots, c'est quoi pour toi le futur du design chez Carrefour là, dans les 2 prochaines années? Est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as une envie aussi spécifiquement que tu aimerais, dont tu aimerais nous faire part? Alors, comme je te le disais un peu en introduction, on a beaucoup de métiers. Donc moi, mon rêve, c'est de faire encore plus travailler tous ces métiers ensemble et d'aller encore plus loin dans la transformation culturelle. Moi, je l'avais inscrit vraiment dans notre feuille de route, en plus des projets. Ouais. C'était que le design soit un fertiliseur de la transformation culturelle. Ok. Voilà. Et je l'avais cristallisé dans un état d'esprit, l'état d'esprit design. Ouais. Sous forme de 3 piliers, c'est très simple et compréhensible par tout le monde. Ça s'appelle le 5-5-5 du design. Alors 5-5-5, je te fais une parenthèse, mais c'est un outil de Carrefour. Ouais, ça ressemble à un... Ouais. Tu vois, ça ressemble pas à du design. Ça ressemble à un outil de distributeur. Et en fait, donc on a utilisé cet outil. C'est toujours pour faire prendre la greffe, il faut utiliser les outils d'entreprise. Donc on a utilisé cet outil. Le 5-5-5, c'est un truc très basique. C'est tu cristallises une feuille de route dans un 5-5-5, c'est-à-dire 3 piliers avec 5 points à chaque fois. Okay. Donc 15 points. Et donc nous, on a cristallisé l'état d'esprit du design là-dedans, dans 3 piliers qui sont l'esprit client, fondamental pour le design, l'esprit entrepreneur, il faut que les designers aient de l'ambition et veulent aller très loin dans leur projet, et l'esprit partenaire, c'est-à-dire qu'on ne fera rien tout seul, donc il faut travailler avec les autres et créer la confiance. Donc c'est l'empathie, la confiance et l'ambition. Voilà. Et voilà, ce 5-5-5 du design, pour moi, c'est l'état d'esprit et c'est quelque chose qu'il faut encore plus développer. Parce que si tout le monde a une part de designer en lui, en plus des designers dans l'entreprise, on pourra aller encore plus loin. Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi Patoum, un plaisir. C'était passionnant, à bientôt. À bientôt.